messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 15 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. La 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda a été célébrée aujourd'hui. Et la première ministre italienne est arrivée hier en Tunisie. Au centre de la visite, la quatrième en une année, la lutte contre l'immigration clandestine. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous le 18 avril 2024. Donc aujourd'hui, l'ambassade de la République du Rwanda accréditée auprès de la République du Djibouti avec résidence à Addis Abeba, en collaboration avec la communauté rwandaise résidant à Djibouti et le gouvernement djiboutien a organisé la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Le thème de la 30e commémoration est « Se souvenir, bâtir ensemble ». Les officiels du gouvernement djiboutien, les membres du corps diplomatique accrédité à Djibouti, les académiciens, les Rwandais, les amis du Rwanda ont participé donc à la cérémonie solennelle de la 30e commémoration qui a eu lieu au Palais du Peuple afin de rendre hommage aux plus d'1 million des Tutsis tués pendant le génocide et aussi de réconforter les rescapés du génocide. C'est aussi une occasion de saluer la bravoure des Rwandais qui ont stoppé le génocide et libéré le Rwanda. Étaient présents à cette cérémonie nombreux ministres et autres officiels du gouvernement djiboutien, les membres du corps diplomatique, les organisations internationales, les autorités militaires et sécuritaires djiboutiens, les attachés militaires, les commandants de base militaires, les académiciens, le peuple djiboutien ainsi que les membres de la communauté rwandaise. En tout, plus de 300 personnes se sont jointes aux Rwandais pour la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. La commémoration est un appel à tous les pays d'Afrique et du monde, les organisations continentales et internationales concernées et les organisations de la société civile à s'engager de nouveau à prévenir et à lutter contre les génocides, en particulier contre les discours de haine et les autres crimes connexes qui peuvent conduire à des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La journée a été marquée par un nombre d'activités, notamment l'observation d'1 minute de silence en hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, une cérémonie d'allumage de la flamme d'espoir qui symbolise le renouveau et l'espoir de la nation du Rwanda, une projection d'un film documentaire sur l'histoire du génocide contre les Tutsis et un témoignage vidéo qui démontre la résilience et la détermination des Rwandais pendant le processus de la reconstruction de leur propre pays après les atrocités du génocide perpétré contre les Tutsis. Dans ses propos, l'ambassadeur du Rwanda auprès de la République de Djibouti, Charles Karamba, auprès de la République de Djibouti, a exprimé sa profonde gratitude aux invités pour honorer de leur présence la 30e commémoration et pour leur solidarité pendant cette période que le Rwanda continue de rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis en 1994, commis du 7 avril au 3 juillet 1994. L'ambassadeur a rappelé qu'à partir du 7 avril 2024, le Rwanda a débuté la période de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis sous le thème « Se souvenir, bâtir ensemble ». Il a remercié le gouvernement djiboutien et son peuple pour son étroite collaboration dans l'organisation de cet événement qui se tient chaque année afin d'honorer la mémoire de plus d'1 million de Tutsis tués pendant une période de 100 jours. Il a souligné l'importance primordiale de conserver la mémoire, de favoriser l'unité et de revitaliser les efforts pour combattre l'idéologie insidieuse du génocide et son déni. Son Excellence, l'ambassadeur, a insisté vigoureusement sur l'impératif de rectitude judiciaire, de responsabilité individuelle et de collaboration mondiale dans la poursuite des auteurs du génocide et la prévention des atrocités futures. Et prenons la parole à son tour, le ministre de la Justice et ministre des Affaires étrangères par intérim, Ali Hassan Bahdon, a exprimé la solidarité et profonde compassion du peuple et du gouvernement djiboutien.
Il a noté l'importance capitale de la commémoration qui permet de se souvenir des victimes et de réaffirmer l'engagement de tous à combattre toute idéologie du génocide et promouvoir la justice. Le ministre a salué le courage, la résilience et la détermination du peuple rwandais qui a permis la reconstruction du pays et qui a favorisé donc la réconciliation nationale. Aujourd'hui, le Rwanda, a-t-il dit, est un exemple à bien des égards pour d'autres pays sur le continent et au-delà. Nous l'écoutons. En cette journée marquant le 30e anniversaire de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, je me tiens devant vous avec une profonde émotion et une solennité particulière. Au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple djiboutien, je souhaite exprimer notre solidarité et notre profonde compassion envers le peuple rwandais qui a traversé l'une des périodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de l'humanité. Cette commémoration revêt une importance capitale. Elle permet de nous souvenir des victimes, d'honorer leur mémoire et de réaffirmer notre engagement à combattre toute idéologie de haine et à promouvoir la justice. Les génocides au Rwanda constituent un avertissement sur les dangers de l'intolérance et toute forme d'extrémisme. Nous saluons, Monsieur l'ambassadeur, le courage, la résilience et la détermination du peuple rwandais qui a permis la reconstruction de leur nation et qui a favorisé la réconciliation nationale. Malgré les atrocités subies, le Rwanda a su relever les défis et s'engager sur la voie du développement et de la paix. Aujourd'hui, votre pays est un exemple à bien des égards pour d'autres pays sur le continent et au-delà. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons ignorer les souffrances actuelles et les affres de la violence qu'endure le peuple de Gaza, victime de l'acharnement des autorités israéliennes. Nous sommes témoins de la tragédie humaine qui s'y déroule et nous réaffirmons notre engagement à soutenir les efforts visant à mettre fin à cette violence qui, nous le rappelons, est un génocide et sans l'intervention de la communauté internationale risque de perdurer. Il est important de tirer les leçons du passé et d'appeler un cessez-le-feu inconditionnel, unique gage d'une paix durable au Moyen-Orient, pouvant conduire à la solution de deux États. En ce jour de commémoration, je tiens encore une fois à saluer le travail accompli par le peuple rwandais qui n'a ménagé aucun effort pour faire de ce beau pays une vitrine de notre continent dans de nombreux secteurs tels que le tourisme, la bonne gouvernance ou encore le développement de sa jeunesse ambitieuse, qualifiée, travailleuse, qui, se basant sur le sacrifice de leurs aînés, a réussi à bâtir aujourd'hui un Rwanda prospère. Nos deux pays frères continueront de travailler main dans la main pour une meilleure intégration, et ce, pour le bénéfice mutuel de nos populations. Direction Washington à présent, où la délégation djiboutienne a pris part hier à la traditionnelle réunion du FMI présidée par la directrice générale Katerina Georgieva et son équipe avec les pays du MENAP, à savoir les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, plus le Pakistan. Le contexte global dégradé de la situation économique et sociale des pays du monde fragilisés par une succession de chocs depuis 2020, Covid, guerre en Ukraine et ses effets inflationnistes et guerre en Palestine et tensions en mer Rouge, a pesé particulièrement sur la région MENA. De plus, le relèvement des taux d'intérêt sur le marché américain constitue un autre souci car les conditions deviennent plus attractives, les investissements convergent davantage vers le marché américain au détriment des pays de la région. Pour la première fois, les perspectives économiques mondiales s'améliorent nettement avec une croissance attendue de 3,2% et le ralentissement de l'inflation. Pour la région MENAP, la croissance s'avère plus faible, due notamment à la faible productivité de son économie, en particulier au sein des pays à faible revenu. Néanmoins, ces pays ont montré d'une forte résilience à travers d'importantes réformes pour faire face aux chocs, notamment grâce à la remarquable performance de certains d'entre eux, comme le Maroc et l'Égypte. La tragédie palestinienne avec le massacre des civils dans la bande de Gaza est déplorée par tous les pays et en plus d'être insupportable sur le plan humanitaire, détient à tous les niveaux de l'économie et déstabilise toute la région.
Dans un tel contexte, le FMI a renforcé sa contribution en destination de ces pays. S'appuyant sur son bureau basé à Riyad, il favorise et multiplie le recrutement des cadres en provenance de la région qui représente désormais 8% de son personnel. Quant aux ressources financières et autres, sont estimées à 9 milliards de dollars en 2023 et passeraient à 11 milliards de dollars cette année. Enfin, la région est mise à l'honneur cette année avec la nomination du ministre des Finances saoudien à la présidence du CMFI pour les 12 mois à venir. Cependant, ces pays, tout en saluant l'indispensable contribution du FMI, appellent à renforcer cette présence du FMI. Le chef de la délégation djiboutienne, Ilyas Mousaddoualé, a tenu à exprimer avec force le statut particulier de la République de Djibouti qui, malgré sa petitesse par la taille, occupe et assume pleinement son statut de pays stabilisateur pour toute la région dont la détresse est accentuée tant par les conflits que par les catastrophes naturelles. Djibouti donc assume en effet son destin de pays au service de la région avec les infrastructures et au service de la paix avec sa légendaire stabilité. Aujourd'hui, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées djiboutien, le général de corps d'armée de Chelkeli, Cheikh Ibrahim, a effectué une visite à bord d'un navire de guerre turc en escale prévue à Djibouti pour la première fois. Et bien, accueillis avec les honneurs qui leur sont dus par les marins turcs, les autorités djiboutiennes ont été chaleureusement reçues à bord du navire de guerre, symbole de coopération et d'amitié entre les deux pays. La visite s'est poursuivie par une brève présentation des capacités opérationnelles du navire, mettant en lumière sa technologie de pointe, sa puissance de feu et sa polyvalence. Cette occasion a permis aux ministres et aux SEMGA de mieux comprendre les stratégies de défense maritime présentées par la marine turque. L'événement a été marqué par la signature du livre d'or du navire, scellant ainsi l'engagement mutuel à poursuivre la coopération bilatérale. Et une photo de famille sous les deux drapeaux de Djibouti et de la Turquie a également été prise pour immortaliser cet instant symbolique de partenariat et d'amitié. En réaffirmant leur engagement envers la paix et la sécurité dans la région, la République de Djibouti et la République de Turquie renforcent leur partenariat stratégique et leur détermination à travailler ensemble pour relever les défis communs qui se posent à elles. Dans l'actualité également, dans le cadre d'une visite officielle, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a accueilli hier une délégation de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie dirigée par la directrice générale de l'immigration éthiopienne, l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires éthiopiens, a participé à cette rencontre qui a également réuni des représentants clés du côté djiboutien, dont le colonel Abdelkader Ibrahim Gona, coordinateur national pour la migration, et le colonel Idriss Jamaguiré, directeur de l'immigration. Eh bien, les discussions ont principalement porté sur les défis communs en matière de migration, notamment la migration régulière et irrégulière qui connaît une augmentation constante à Djibouti. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale pour lutter contre ce phénomène. Et un accent particulier a été mis sur la nécessité de mettre en place des mesures visant à combattre les réseaux de trafiquants de migrants ainsi qu'à étudier les cas de personnes travaillant dans des emplois domestiques et à prendre des mesures contre celles qui opèrent illégalement dans l'espace public, menaçant ainsi la sécurité des personnes et des biens. Les représentants des deux pays ont exprimé leur volonté d'intensifier la coopération en matière d'immigration en mettant en place des mécanismes concrets pour lutter contre les défis actuels. Direction Abu Dhabi à présent, où le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a participé hier aux délibérations de la 14e session de l'Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, accompagné donc d'une forte délégation comprenant l'ambassadeur de Djibouti auprès des Émirats arabes unis et représentant permanent auprès de l'IRENA, Moussa Mohamed Ahmed, ainsi que d'autres
membre haut placé du gouvernement. Le ministre a représenté donc notre pays lors de cette importante rencontre internationale. Cette assemblée donc réunissant des représentants de plus de 168 pays, membres de l'IRENA, des leaders énergétiques de renom, des décideurs de haut niveau et des acteurs du secteur privé, s'est focalisée sur le thème crucial des résultats de la COP28 et sur les moyens de tripler la production d'énergie renouvelable d'ici 2030. La session plénière a été inaugurée en présence de personnalités éminentes telles que le président émirati ainsi que le secrétaire général de l'ONU. Les discussions de haut niveau donc, ont ensuite eu lieu sur les stratégies visant à accélérer la transition énergétique mondiale. Hier, un atelier crucial s'est tenu à l'Institut d'études diplomatiques présidé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan. Cet événement a rassemblé un éventail donc diversifié de participants, incluant des personnalités, des personnalités gouvernementales et des représentants du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Et parmi donc les dignitaires gouvernementaux présents figurait le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guélé Idriss Omar, ainsi que le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud, entre autres. Objectif, présenter les résultats de l'évaluation indépendante du PNUD à Djibouti et de solliciter les commentaires des parties prenantes sur les réponses de la direction du PNUD. Cette évaluation, conduite par une équipe d'experts, a examiné l'efficacité, l'efficience des programmes du PNUD dans le pays, ainsi que leur pertinence par rapport aux priorités nationales de développement. Eh bien, cette consultation illustre l'engagement continu du gouvernement à collaborer avec les organisations internationales pour améliorer l'efficacité des programmes de développement dans le pays. Des Affaires étrangères, cet après-midi, à l'occasion de l'ouverture de cet atelier de présentation et de consultation du rapport d'évaluation du PNUD, dans le cadre des évaluations indépendantes des programmes pays, qui visent à démontrer la contribution du PNUD aux résultats de développement au niveau national. Notre présence ici témoigne de la grande confiance que le gouvernement de la République de Djibouti accorde aux agences des Nations Unies, et en particulier au PNUD, qui est un partenaire de longue date et si apprécié du gouvernement de Djibouti pour sa contribution à la mise en œuvre des politiques qui sont alignées sur la vision évolutive du pays. Cela témoigne des relations exceptionnelles que nous entretenons, mais ce n'est pas à vous, chers amis, que je dirais l'attachement de Djibouti à la famille des Nations Unies. Cette évaluation couvrant la période 2018-2024 revêt une importance capitale pour le PNUD. Et nous sommes réunis ici pour définir ensemble les axes à suivre et pour en tirer les enseignements des expériences passées. Je suis convaincu que les résultats et les recommandations qui seront formulées nous permettront non seulement d'avoir des échanges productifs, mais également d'améliorer les actions du PNUD à Djibouti. Et c'est là tout l'objectif de cet exercice. Également, dans l'actualité, la salle de conférence du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, a accueilli une cérémonie de présentation d'un nouvel ouvrage intitulé « Le système nominal et l'acte de nommer dans les langues couchitiques parlées dans la Corne de l'Afrique », présenté par le directeur général du CERD, Mohamed Jalaluddin, et le directeur donc, de l'ILD, Mohamed Hassan. Cette occasion a marqué la culmination des travaux de recherche menés par l'institution. L'ouvrage, qui compile 7 articles issus des communications de la journée d'études organisée par l'Institut des langues de Djibouti en décembre 2018, a été réalisé sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Les axes d'études présentés dans ce recueil sont diversifiés. Le premier explore les systèmes nominaux dans les langues couchitiques dans une perspective comparative ou typologique, tandis que le second se penche sur l'acte de nommer dans ces langues, offrant une perspective anthropologique. Les auteurs de ces articles proviennent d'institutions prestigieuses telles que l'Institut des langues de Djibouti, l'Institut indépendant de recherche sur la Corne de l'Afrique, ainsi que des universités renommées telles que celle de Turin en Italie et de Tours en France. L'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed. Et dans cet ouvrage, il y a 2 axes d'études qui sont présentés.
L'une qui est axée sur l'étude des systèmes nominaux dans les langues couchitiques, et la seconde qui est plus anthropologique, qui porte sur l'acte dénommé dans les langues couchitiques parlées dans la Corne de l'Afrique. Ces travaux ont été anonymement évalués par des personnalités éminentes dans le domaine de la linguistique et de la littérature orale. Et selon les principes peer review, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris part à qui ont bien voulu prendre part à ce processus d'évaluation de ces travaux. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Écoutons donc à présent un extrait du discours du directeur général du CERD lors de cette cérémonie. Nous sommes réunis autour de cette thématique importante, essentielle, culturelle de l'Institut des langues de Djibouti. Et je tiens personnellement vraiment à féliciter tout ce travail qui a été fait, parce que ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est toute une équipe, c'est des partenaires scientifiques, c'est des échanges, c'est des travaux de longue haleine. Et vraiment, je félicite ce travail avec les partenaires nationaux que nous avons ici à Djibouti, les travaux de recherche au niveau des langues, les langues en général de toute la région, comme l'a rappelé Mohamed, langue couchitique, vraiment ont connu un développement important dans leur connaissance, dans leur maîtrise. Et ces travaux, comme cela passionne ces chercheurs, c'est qu'en fait, on continue toujours à améliorer et à découvrir toujours des facettes inexplorées jusqu'à ce jour-là. Dans l'actualité également, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé donc une cérémonie empreinte de sens, la remise d'un certificat du label Amis du handicap, présidée par le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud. Cette rencontre a vu la participation du directeur général du groupe Al-Gamil et des responsables de l'ANPH. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de promotion, de participation, d'intégration et d'égalité des chances pour les personnes handicapées. Elle témoigne de l'engagement de l'ANPH à favoriser leur inclusion dans tous les aspects de la société. En clôture de cet événement, le directeur général de l'ANPH a eu l'honneur de remettre un certificat du label Amis du handicap au directeur de la société groupe Al-Gamil, Oussama Gamil, en reconnaissance de leur engagement en faveur de la promotion et de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette cérémonie souligne l'importance de la collaboration entre les organisations gouvernementales et privées pour garantir l'égalité des chances et le respect des droits des personnes handicapées dans la société. Le 15 avril, donc hier, le haut commandement de la gendarmerie a organisé une formation de 2 semaines à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, OPK 23, au profit des commandants des brigades territoriales et de recherche. Cette formation, dispensée par 2 experts de la gendarmerie française, notamment du Centre national de formation à la sécurité publique, consiste à renforcer les acquis en planification opérationnelle, en gestion administrative du personnel, de l'unité et de ses ressources, ainsi que sur l'accueil et la prise en charge des victimes des faits criminels. Elle vise également à rappeler les stagiaires du principe du règlement militaire régissant la gendarmerie et de le jumeler avec les activités de la sécurité publique, dans lesquelles œuvrent les brigades de façon quotidienne. À noter que les chefs de toutes les brigades de la République de Djibouti, tant celles de la capitale que des régions de l'intérieur, ont participé à cette formation. Le haut commandement de la gendarmerie tient à la formation de son personnel et en priorité ceux des unités judiciaires qui sont en contact permanent avec la population. Et les dernières données météorologiques révèlent une diversité de conditions pluvieuses à travers les régions de Djibouti. Certaines parties du territoire national ont été touchées par des fortes pluies. Cependant, ces zones ont reçu des quantités de pluie. Ces variations soulignent l'importance de surveiller de près les conditions météorologiques locales et de prendre des mesures appropriées pour faire face aux effets potentiels des précipitations, qu'elles soient abondantes ou limitées.
Et maintenant, l'information au niveau de notre région. Depuis le mois d'octobre, les pays d'Afrique de l'Est sont aux prises avec des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations meurtrières dans la région. Avec un bilan dépassant les 300 morts, la Tanzanie a enregistré 58 décès au cours des 2 dernières semaines, tandis que le Kenya déplore la disparition d'une dizaine de personnes sur la même période. Ces fortes pluies ont causé d'importants dégâts aux infrastructures et contraint de nombreuses personnes à évacuer les zones inondables. Pour les habitants de ces régions, les inondations font malheureusement partie intégrante des événements météorologiques auxquels ils doivent faire face à chaque saison des pluies. Au Kenya, la montée des eaux du lac Tanganyika a englouti des centaines de maisons dans l'un des principaux quartiers de pêche de la ville de Kalemi. Les sinistrés se mobilisent pour sauver ce qui peut l'être de leurs habitants, de leurs habitations. Prévoyant des précipitations extrêmes, le département météorologique du Kenya avait alerté la population et recommandé de se préparer aux inondations. La première ministre italienne est arrivée hier en Tunisie au centre de la visite de Giorgia Meloni, la 4e en une année, la lutte contre l'immigration clandestine. L'Union européenne a conclu en juillet 2023, donc un accord avec la Tunisie. Le texte prévoit des aides à Tunis qui traverse une zone de turbulence économique. La Tunisie doit en contrepartie contribuer à endiguer les départs des migrants vers l'Europe. À Tunis, donc hier, la Première ministre a fait un bilan d'étape de cet accord. La Tunisie est donc devenue l'un des points de départ majeurs des candidats à la traversée de la Méditerranée. Plus de 5000 migrants sont arrivés en Europe en provenance de la Tunisie mi-mars et mi-avril selon les chiffres officiels italiens. Et un mot en sport pour clore cette édition. Le Real Madrid a résisté à la tempête et fait taire la foule et a finalement mis fin à la brève emprise de Manchester City sur la Ligue des Champions. Les rois de l'Europe ont fait un pas de plus vers un 15e titre dans la compétition qu'ils dominent après une victoire 4-3 au tir au but donc hier. Mais ils ont été poussés dans leur dernier retranchement par City, le champion en titre. Le Bayern a gardé l'espoir de terminer la saison avec un trophée 3 jours après que le Bayern donc, a mis fin au règne de 11 ans du Bayern en tant que champion d'Allemagne. Depuis 2005, le Bayern et Arsenal se sont retrouvés à 5 reprises en 8e de finale de la Ligue des Champions et l'équipe allemande a éliminé Arsenal à chaque fois. Le Bayern Munich affrontera le Real Madrid en demi-finale, tandis que le Paris Saint-Germain sera opposé au Borussia Dortmund. Donc les demi-finales se dérouleront entre le 30 avril et le 1er mai. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.